Ce sont des territoires cachés. Ils ne figurent sur aucune carte, ni photosatellite. Seuls des aventuriers d'un nouveau genre peuvent pénétrer cet univers sombre et hostile. À travers la roche calcaire, l'eau de pluie infiltrée s'écoule durant des années, avant de rejaillir sous forme de résurgence. Ce monde minéral vierge, où l'aventure rejoint la science, est réservé à quelques initiés très expérimentés. Des hommes déterminés à vivre leur passion jusqu'au bout pour découvrir la face cachée de la Terre. Le Larzac, près des gorges de la Dourbie, en Aveyron. Le Durzon y prend sa source au pied du Causse. C'est là que Frank Vasseur, spéléologue et plongeur souterrain, va rejoindre son équipe pour explorer la rivière. Les plongeurs souterrains ont deux origines. Soit ce sont des plongeurs qui plongeaient en mer et qui sont venus justement plonger sous terre pour plonger autrement ou évoluer dans d'autres milieux. Et puis il y a aussi les spéléologues, donc les spéléologues qui évoluent à sec ou dans des rivières souterraines mais jamais sans appareil respiratoire et qui arrivés sur un endroit où la galerie plonge dans l'eau et complètement noyée, se retrouvent bloqués dans leur exploration. Et donc moi je fais partie de ces spéléos frustrés, hein, je le dis toujours un petit peu en rigolant. Donc spéléo frustré puisque quand j'arrive, on était en train d'explorer une cavité, puis d'un seul coup, paf, l'exploration s'arrête parce qu'il y a un obstacle qui est franchissable, mais qui implique de nouvelles techniques. Donc c'est vraiment une passion parce qu'il faut y consacrer du temps, de l'énergie et de l'argent. Et puis pour être serein, ben, faut savoir ce qu'on vient y faire en fait en plongée souterraine. C'est vrai que souvent on nous dit pourquoi est-ce que vous allez plonger là. Ben, moi je suis tenté de dire pourquoi est-ce que Jean-Baptiste Charcot partait explorer le pôle Nord, quoi. Pourquoi est-ce que Théodore Monod partait explorer les déserts. C'était des zones blanches qui étaient inconnues, vierges sur les cartes, et leur intérêt se portait sur l'exploration au sens premier du terme, c'est-à-dire en fait la découverte, mais on ne restait pas au niveau de la découverte, il y avait l'étude qui arrivait derrière. Donc nous, ce qui nous motive, c'est ça, c'est qu'il y a de la découverte, donc ça c'est le sentiment un petit peu égoïste, le fait d'être le premier à évoluer dans des endroits où personne n'a jamais été. Donc pour que ce soit utile aussi, le fait de ce soit des endroits inconnus, il faut pouvoir ramener des éléments qu'on puisse partager avec des gens qui ont des connaissances plus spécifiques. L'exploration est le moteur de l'activité, mais les plongeurs se veulent aussi au service des scientifiques. Cette quête de l'utile a resserré les liens. Frank Vasseur a constitué autour de lui un groupe soudé qui attache une importance primordiale à la préparation des missions. La plongée souterraine est une activité très technique qui nécessite une approche rigoureuse. Rémi Bouchard fait partie de l'équipe de Frank Vasseur. Avant l'expédition du Durzon,
Tout doit être vérifié minutieusement. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de préparation, parce que tout est axé sur la sécurité, et donc faire très attention au montage du matériel, au test du matériel, parce que quelque part on lui confie notre vie, donc on en prend extrêmement soin. Donc la prochaine étape, c'est de monter le recycleur. Une machine extrêmement intéressante parce qu'elle permet, comme son nom l'indique, de recycler le gaz que le plongeur respire, ce qui permet d'avoir une autonomie très importante. On peut tenir jusqu'à 5 heures. Donc le recycleur, lui, il va retirer le gaz carbonique et il va réinjecter exactement la quantité d'oxygène voulue. En fait, on porte dans le dos une véritable usine à gaz. C'est une usine à fabriquer du gaz en temps réel. La plongée, c'est un véritable plaisir, mais le poids du matériel, c'est quand même toujours problématique. Voilà. On part à 7 heures, on est là-bas à 8h30, on sait qu'on apporte le matériel, on s'équipe, normalement on devrait être dans l'eau vers 11h du matin. Ah non, vers 11h du matin. Parce que La famille de Rémi n'assiste pas aux plongées, mais elle s'interroge sur cet étrange univers aquatique. Après il va falloir s'équiper. Il y a des poissons? Bah non, il y a pas de poissons. Il y a des petites crevettes, voilà, les petites crevettes qu'on appelle les Lydiphargus. Voilà, c'est les petites crevettes là, qui sont grandes comme ça, enfin tout petites, transparentes, mais bon, il y en a vraiment pas beaucoup. On en croise une ou deux de temps en temps. Enfin, on ne sait pas très bien ce qu'ils y trouvent finalement. Au fin fond des rivières souterraines, on ne sait pas très bien ce qu'ils cherchent ni ce qu'ils y trouvent. Et donc apparemment c'est suffisant pour qu'ils y retournent. Donc ça doit être effectivement très très bien. Mais de l'extérieur, pour un non-pratiquant, c'est complètement obscur. C'est incompréhensible. Voilà, il n'est pas du tout ni aventurier ni héroïque justement, et donc s'il le sent pas, si je sais pas, quand il arrive son matériel ne marche pas ou qu'il est malade, il reste sur le bord. Je suis venu à la plongée donc un peu sur le tard. J'ai commencé à plonger, je devais avoir 39 ou 40 ans, donc ça fait une dizaine d'années parce que j'ai 50 ans. Et la plongée souterraine, c'est sans doute l'étape ultime. On pénètre dans un monde extrêmement particulier. C'est la plongée sous plafond. C'est-à-dire que dans la plongée souterraine, on ne peut ressortir que par là où on est rentré. Ce que je vais chercher, c'est une ambiance. Donc on est dans un monde très particulier, un monde minéral. C'est pas du tout l'envie de prendre des risques ou des choses comme ça, parce que c'est pas du tout dans l'esprit. Non, c'est de maîtriser donc des choses compliquées et donc d'aller plus loin.
c'est de rentrer dans une cinquième dimension, dans un monde qui est complètement à part. C'est tout cet ensemble de choses qui, moi, donc, me motive à faire ce genre de plongée. Ultime précaution. Rémi veut maintenant tester son matériel avec Didier Quarciano, un autre plongeur. Dans la vallée du Var, Didier initie Rémi aux subtilités de la grotte de la Mescla, dont l'exploration n'est possible qu'en pratiquant la spéléologie et la plongée souterraine. Didier a plongé des centaines de fois dans cette rivière, où les siphons débouchent sur des cavités gigantesques. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de courant. Ça fait la combienième de plongée là, que tu fais ici là, 100, 200, 300. Plus de 100, c'est sûr. Après, je ne sais pas, je les compte pas. C'est tellement. Potentiellement dangereux parce qu'on ne peut pas faire surface et à chaque problème il y a une solution. Voilà. Donc ensuite c'est vrai que jamais à l'abri de l'impondérable, mais voilà, l'essentiel des problèmes a été envisagé et il y a une solution totale. Il n'y a pas que l'exploration, il y a tout le côté images, photos, topographie, tout est intéressant. Il y a une but, il n'y a pas que des plongées pour soi. L'immersion dans la grotte de la Mescla permet aux deux plongeurs de valider leur configuration en matériel pour l'expédition du Durzon. Une vingtaine de plongeurs sont enfin réunis autour de Franck Vasseur, à la source du Durzon qui alimente la commune de Nantes et les villages voisins du Larzac aveyronnais. Bien, donc aujourd'hui ça va être la première journée, on va dire, avec les grosses équipes sur le camp et les premières grosses plongées. Il y a 2 bouteilles de 9 litres de nitrox 60 qui sont à 230 ici. Ensuite 2 7 litres 300 bars de nitrox 50, 48 et 50 qui sont un peu plus bas dans la zone des 20 mètres. Et ici on a une bouteille de Triox 40-20. Et donc aujourd'hui ça va être la deuxième équipe, c'est Jean-Luc
Rémi et Cédric Salva, qui vont aller déposer donc la deuxième bouteille de Triox à côté, de façon à ce que sur ce tronçon-là, la ligne de sécurité est doublée. Donc on a 2 bouteilles par rapport aux plongées les plus importantes qui étaient prévues. On a le double en gaz de décompression de ce qu'il faudrait. Donc on peut avoir 2 équipes en même temps dans le trou. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Et donc même s'il y avait deux recycleurs en panne, il y aurait normalement... La mission du jour consiste à explorer la rivière souterraine, au-delà des 1250 mètres déjà topographiés, et à effectuer des prélèvements d'eau et de roches. Jean-Luc et Rémi qui eux vont faire un prélèvement de roches au niveau de la strate du laminoir au début et un autre en revenant ici. Donc il y a des prélèvements de roches à faire un peu partout, donc ça on continuera demain. Et des prélèvements d'eau là assez pointus. Chaque prélèvement d'eau en fait représente 5 flacons. Et donc il faut en faire un ici, un autre ici qui est un des secteurs les plus profonds. Et enfin le dernier un peu plus loin là, dans la zone. Ces prélèvements sont destinés à l'hydrogéologue Hervé Jourde. Lors des épisodes Cévenol à l'automne, le karst ou le calcaire, qui constitue le relief de la région, agit comme une éponge en amplifiant les précipitations, jusqu'à en doubler le volume, entraînant ainsi de fréquentes inondations. À moins d'aller sous terre, d'aller sous l'eau, sous terre, de rentrer dans le réseau, de mettre des balises et de pouvoir localiser. Par contre, là, ça fait 5 km, ça fait une sacrée explosion. Faire des mesures de l'intérieur du massif est une opportunité pour le scientifique. Ces travaux portent sur les ressources en eau et les prévisions des crues. Ici, donc, dans le secteur de Montpellier, toutes les informations en termes de topographie, jusqu'à quelle profondeur le réseau se développe, jusqu'à quelle distance de la source il a été exploré, mais finalement nous donnent des indices vis-à-vis de l'exploitation potentielle de la ressource en eau. Et on cherche à avoir finalement une information, une échographie de ce sous-sol, de façon à mieux comprendre l'hydrodynamique de ces systèmes, puisque les enjeux sont très importants au niveau de la ressource en eau. Et là, ça répond à des questions extrêmement importantes. C'est-à-dire que si vraiment on peut pomper et que ça ne bouge pas tant que ça, vis-à-vis de l'exploitation future d'une ressource karstique, d'une ressource en eau karstique, on peut y aller franchement. Franck explore les rivières souterraines depuis 25 ans. Son expérience lui permet d'aider Hervé. Chacun mène ses recherches de son côté, on va dire, de façon autonome et indépendante. Et par contre, on sait que sur des cas concrets, sur un point particulier, il va y avoir des interactions, on va se mettre en contact et on va pouvoir échanger de façon à ce que chacun en retire des éléments. Hervé souhaite tirer profit du camp du Durzon pour faire avancer le plus loin possible sa connaissance du réseau souterrain. Le scientifique et le plongeur évoluent dans des milieux différents, mais ils tiennent à partager leurs observations. Plonger en sécurité, jusqu'à quelle profondeur on peut aller à l'heure actuelle là-bas? Là, on pense que nous, on peut évoluer. On a déjà fait des explorations en sécurité, en étant capable de ramener des éléments topographiques notamment, et bientôt de l'image, on espère. On est en train de s'équiper petit à petit, jusqu'à 150 mètres de profondeur. Maintenant, pour le Durzon, la problématique, c'est la distance aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une longue distance qui est déjà assez profonde, et donc on cumule et la distance et la profondeur. Au Durzon, c'est caractéristique. Hein. On est sur un niveau, on descend à 60, on monte à 50, on descend à 70, on monte à 60, et après on plonge dans la zone descente. Échantillons de roche, ça serait très intéressant là sur le système Durzon, et éventuellement aussi des prélèvements fluides. On peut peut-être coupler les deux. Tout à fait, oui. Sur le volet échantillonnage et prélèvement. Il n'y a pas de souci pour les prélèvements. Non, le tout c'est la procédure de façon à bien vider la bouteille et la remplir après. Mais là en plus on évolue dans ces cavités-là en binôme,
parce que les cavités permettent justement une assistance en cas de pépin. Donc souvent en binôme, il y en a un qui fait la roche, l'autre qui fait l'eau, et on se dépanne. Donc au niveau sécurité, il y a pas on peut quitter un peu le fil, il y en a un qui reste sur le fil, l'autre qui va faire son prélèvement dans la zone adéquate. Donc c'est tout à fait envisageable. Les prélèvements seront analysés au laboratoire Hydrosciences de Montpellier. Déjà, pour le sort du bas, je ne faire pas, mais même là, sur le... Au niveau timing, vous comptez sortir dans combien de temps à peu près? 2 heures, 2 heures et demie maxi. Je vais passer oui, mais en haut là. Dans l'équipe, Franck Gentilly va filmer et commenter la plongée. Il y a aussi Jean-Luc, Cédric, Didier et Bertrand. Au début, c'est une belle galerie de faible profondeur, jusqu'à 310 mètres de l'entrée. Il y a 3 équipes qui ont été constituées, tout a été planifié à l'avance, la formation des équipes, les endroits de prélèvement bien spécifiques, comme souhaitaient les scientifiques. Et puis on est parti, donc on a franchi les toitures d'entrée, on a franchi le laminoir, tout ça en équipe. Et là par exemple sont des images de mi-distance à peu près, donc là on a franchi le laminoir dans la zone des 45-50 mètres et on se dirige doucement vers la zone de prélèvement qui est prévue à moins 70. Nous, on était chargé de faire les prélèvements à 800 mètres de l'entrée, dans une zone qui avoisine les 70 mètres de profondeur. Et on a été confronté à des problèmes d'ouverture de flacons avec la pression. Donc on a pas mal galéré pour ouvrir les flacons, pour les rincer comme il faut avec le gaz neutre, puisque c'était le protocole souhaité par les scientifiques. Alors le temps passe, on passe beaucoup plus de temps que prévu à la profondeur, donc à moins 70. Et puis surtout c'est une cavité qui a la particularité d'être dont le sol est complètement tapissé d'argile, très volatile. Donc on a soulevé un petit peu des particules et on a fait une bonne partie du retour à la palme, la main sur le fil. On ne voyait pas 20 cm de toutes les sédiments qu'on avait soulevés, quoi. On s'en doutait un petit peu quand on a vu qu'on traînait à 70, on savait qu'on aurait plus de paliers que prévu et au lieu de faire la plongée en 2 heures, 2 heures et quart, on savait qu'on en avait au moins pour 3 heures, quoi. Mais dans la mesure où on était 3, on avait toute la sécurité, tout le gaz qu'il fallait pour sortir, y compris s'il y avait un dépassement horaire, quoi. Donc là c'est la sortie, à l'air libre, plongée terminée, mission accomplie. A prélevé 2 petits fragments au niveau de juste aval de la minoire, là vers moins de 35 mètres, donc où on peut être un peu plus petit que prévu, mais bon, à coup de marteau sur la roche, les deux sont pris à moins de 32 mètres juste aval de la minoire. Il y a d'autres prélèvements qui arrivent aussi. Jean-Luc en a fait quelques-uns de plus. Ça va?
Tu veux que je te prenne ton recycleur? Je veux bien, ouais. Je te la veine. Voilà. À 2 endroits différents, bien repérés sur la topo. C'était sur le côté en sortant, rive droite. D'accord. Et ça, c'est à moins 35, juste au-dessus de la première encre. D'accord, nickel. Ça, c'est Ça, c'est sur le retour. à moins 21 sur le retour. À moins 21, 260 mètres. D'accord. En sortant, rive droite. D'accord. Ok, mais je vais le noter de suite. Rive droite, hein, celui-là tu m'as dit. Donc celui-là, rive droite, Moins 260 mètres, moins 21. Et lui, l'autre, c'est le moins 35, la strate du sur le lamineur, quoi. passage à moins 35. Il y a un morceau de quartz dedans. Heureusement, c'est pas un morceau de strate. Alors, en fait, c'est dans la partie nouée. Et donc, j'ai demandé aux ceux qui ont fait les prélèvements de taper un morceau dans la strate, justement pour avoir vraiment le. Et puis après, petit à petit, il y a eu plusieurs campagnes d'exploration. Hervé est fidèle au rendez-vous, impatient d'admirer les fameux prélèvements. Tiens. Et ça, donc, c'est tous les prélèvements de roches qu'on a fait pendant tout le temps. Ok. Donc, comme je te disais, là, on a mis ça. Chaque prélèvement est dans un sachet en plastique. Sur le sachet, on a écrit la distance par rapport à l'entrée. On a écrit la profondeur. Donc, en gros, si on prend le plan, au plus loin, les derniers prélèvements, ils étaient à 700 là, ici. Donc, on a fait une douzaine de prélèvements, comme tu m'avais dit, répartis à peu près équitablement jusqu'à 700. L'occasion est inespérée. Avec la complicité de Franck et pour la première fois, Hervé va plonger sous terre et découvrir la face cachée de ses recherches. C'est la grande première. Sous terre et sous l'eau à la fois, j'avais jamais fait, non. Profite de l'occasion. Je plonge un peu, mais avec le ciel au-dessus de l'eau d'habitude. Donc là, ça va être... Alors là, les prélèvements, c'est, je dirais, quelque chose qui est assez intéressant, qui nous renseigne un peu sur l'hydrodynamique, autrement dit le fonctionnement hydrogéologique de la source karstique du Lurzan. Et on a des informations sur l'âge de l'eau avec des eaux qui sont issues de mélanges entre des eaux anciennes, des années 60, peut-être un petit peu avant, et des eaux qui ont 10-15 ans. Et là, on a l'opportunité d'aller justement faire des prélèvements dans des endroits où on n'irait de toute façon pas, puisqu'on n'a pas les moyens techniques d'y aller. Et là, ça va permettre justement de vérifier certaines hypothèses. Le plus délicat, se glisser dans l'étroiture, puis se laisser porter par le fluide et progresser le long du fil d'Ariane. Pour Hervé, ce sont des sensations nouvelles. Plonger avec un plafond au-dessus de soi, pouvoir enfin admirer ce qu'il avait longtemps imaginé. Les couleurs de la roche, la beauté froide d'un domaine minéral immergé. Loin du laboratoire, le scientifique se retrouve au cœur de son étude. Et il ne peut s'empêcher de faire ses propres prélèvements. Cette première plongée ne va durer que 30 minutes, mais pour l'hydrogéologue, c'est un moment de bonheur. Ça va? Super. C'est pas ultra? Vous voulez qu'on fasse demi-tour pour avoir les éclairages dans le dos pour que tu vois la section? Ben, c'est très beau. C'est clair. C'est spacieux. C'est vraiment quelque chose d'assez nouveau que je connaissais pas sous l'eau.
très beau, surtout avec la lumière dans le dos. C'était superbe. Vraiment une très belle expérience. Les gens qui étudient le massif l'étudient de façon externe, on va dire, avec différentes batteries de matériaux pour faire différents types d'analyses. Donc ils ont des modélisations et ils imaginent un petit peu les fonctionnements. Et ce qu'on fait nous, le fait qu'on y soit, qu'on puisse le voir de visu et qu'on puisse prendre des photos, ramener des vidéos, élaborer des topographies, ça leur permet de recouper ou d'infirmer les hypothèses qu'ils avaient émises. Et donc il y a effectivement un échange, un partenariat très riche qui se développe à ce niveau-là, puisque chacun amène ses éléments de connaissance, chacun interprète en fonction ou témoigne en fonction du résultat de ses explorations ou de ses études. Et à partir de là, la connaissance évolue. Donc on est dans une approche naturaliste, on va dire, de l'activité, où en mettant en commun des connaissances et des compétences, la connaissance générale évolue. Au laboratoire Hydrosciences, Hervé Jourde et ses collaborateurs ont déjà analysé les prélèvements d'eau et de roches. Les premiers résultats sur la chimie nous montrent qu'on a une eau globalement de bonne qualité chimique. L'eau qui s'écoule naturellement à la source du Burzon provient d'un mélange en quantité variable au cours de l'année entre une eau récente, c'est-à-dire qui va s'infiltrer régulièrement dans l'aquifère au fur et à mesure de la recharge via les pluies saisonnières, et une eau beaucoup plus ancienne qui peut avoir déjà plusieurs dizaines d'années. Donc une eau qui est plutôt renfermée dans la zone, ce qu'on appelle la zone noyée de l'aquifère, avec des temps de séjour beaucoup plus importants. Et on peut aussi combiner les infos données par les spéléologues notamment pour pouvoir la protéger au mieux. Donc déjà aussi essayer d'estimer les stocks, comprendre un petit peu comment ça se passe, comprendre si on a affaire à une ressource, finalement des réserves qui sont renouvelables ou pas. D'un point de vue recherche, on est sur, on va dire, la mise en place de modèles conceptuels de fonctionnement de ce type de système aquifère, donc les aquifères karstiques. Modèles conceptuels qui vont permettre d'améliorer les modèles numériques sur lesquels on travaille à l'heure actuelle et qui permettent, in fine, d'avoir une meilleure gestion de la ressource en eau avec des prévisions, notamment sur les extrêmes hydrologiques, avec les périodes d'étiage prononcées et avec des scénarios qui peuvent être évalués, notamment en termes de prélèvement sur la ressource. Au Durzon, les explorations se poursuivent après le départ du scientifique. Les plongées deviennent de plus en plus engagées. Dans le groupe, il y a une règle d'or. N'importe qui peut interrompre la plongée à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, à condition de le signaler aux autres plongeurs par un geste compris de tous. Le risque est présent à chaque instant. J'ai eu un problème sur ma machine. Je pense que c'est l'injection de l'O2 qui s'est bloquée. Et arrivé à une certaine profondeur, quand le taux d'oxygène monte trop haut, c'est toxique, quoi. Donc c'est pas bon du tout. Et encore, ça va que certaines personnes n'y résistent pas comme ça à la pression partielle d'oxygène qui est trop haute.
Donc là, ça part après, ça part un accident, quoi. De son côté, Rémi a renoncé à la plongée suivante. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis tombé en panne de batterie, ce qui fait que mon afficheur primaire ne fonctionne plus. Donc je ne suis pas capable de savoir qu'est-ce que je respire. Donc dans ce cas-là, on rentre. Il arrive là. Les recycleurs, c'est quand même de la technologie de pointe. Il faut comprendre que c'est de l'électronique qu'on met dans un milieu humide et sous pression. Et ça prend des chocs, ça prend des coups. Là, pour passer les croitures, ça frotte un peu partout, ça tape un peu partout. Donc il peut arriver que ça tombe en panne, qu'il y ait des petites défaillances. Mais c'est à nous, en amont de la plongée, de tout planifier, de tout quantifier, d'essayer de prendre en compte tous les petits incidents qui pourraient se produire de façon à pouvoir y remédier. C'est pour ça qu'on a tout en double, voire en triple. En cas d'accident ou d'incident, en cas de plongeurs portés disparus, on peut être mobilisé par la préfecture, hein, c'est tout à fait officiel, par les pompiers et puis la préfecture, de façon à intervenir dans le cadre justement d'une opération de secours officielle pour effectuer un sauvetage en milieu souterrain. On retient malheureusement les drames et ça effectivement on ne peut pas l'occulter, ça fait partie de la réalité. Mais il y a eu notamment des cas, surtout en France, où il y a des gens qui étaient portés disparus et qui avaient trouvé refuge dans des endroits inconnus jusqu'alors de la cavité, notamment des cloches d'air qui étaient en plafond, qui n'étaient pas des endroits où on allait évoluer. Et ça, à plusieurs reprises, le porté disparu a été retrouvé vivant et évacué avec succès jusqu'à la surface. À l'évidence, la plongée souterraine peut être dangereuse si elle n'est pas parfaitement maîtrisée. Le camp permet de tester toutes les procédures de sécurité sous les yeux du docteur Mathieu Coulange. On ne le voit pas pour deux choses, pour une grille verticale et horizontale on ne le voit pas, c'est le captage d'eau potable qui est à l'image. Je suis à la base urgentiste et très intéressé par la médecine d'urgence en situation d'éloignement. Et dans ce cas de configuration, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut, en cas d'incident, il va falloir réfléchir sur toute la gestion de l'incident à l'intérieur de la cavité, mais également à l'extérieur, parce qu'on est aussi loin de tout. Et donc c'est un petit peu ces problématiques-là qui me poussent à venir sur le terrain pour mieux comprendre leur environnement. Mathieu Coulange traite une centaine d'accidents de décompression par an à l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille. Un chiffre important qui nécessite une prévention accrue auprès des plongeurs mer, mais aussi dans ce milieu souterrain qu'ils découvrent. Une fois la sécurité mise en place, le camp du Durzon devient un étonnant lieu d'échange. On évolue dans des endroits que peu d'yeux ont vus, ou même des fois pas d'yeux du tout ont vu avant nous. Enfin, pour nous, l'intérêt, c'est pas de le garder pour nous, égoïstement, c'est aussi de faire partager, puisqu'on sait que c'est pas accessible à tout le monde. Donc, dans la mesure où c'est pas accessible, le but du jeu, c'est de ramener des éléments pour pouvoir les partager. Donc, on a avec soit des scientifiques qui vont faire évoluer la connaissance, ou des spécialistes de certains domaines, mais également de le partager avec le grand public, puisque c'est une activité qui est mal connue et les gens sont toujours très demandeurs de savoir d'où vient l'eau, est-ce qu'elle est potable, comment est-ce que c'est dedans, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est petit, est-ce qu'on peut aller profond, est-ce que ça va loin, parce que c'est l'homme a peur du vide, hein, on n'aime pas l'inconnu et dans la mesure des choses qu'on ne peut pas voir, ça intrigue. Donc en fait l'intérêt c'est de partager un peu ce qu'on fait, de le montrer pour que les gens aient des éléments de réponse et puissent appréhender par eux-mêmes les
questionnements en fait qui les préoccupent. Franck Vasseur et Mehdi Digout plongent en binôme depuis longtemps. Passionnés par l'image, ils sont inséparables lorsqu'il s'agit de mettre en lumière leur réseau noyé. Chaque plongée est vécue comme un moment rare, avec toujours le souci de montrer ce qu'ils ont vu. Ramener de la topographie, ramener des images ou ramener des éléments, c'est aussi les partager avec ceux qui ne plongeront jamais et ce qui vivent la plongée à travers nos récits. Pouvoir ramener des images ou de la vidéo, comme là on peut faire, effectivement, c'est les faire participer intégralement à cette exploration. Mais on a vraiment un statut de privilégié là-dessus, c'est comme ça qu'on se considère, et on essaie d'en être digne et donc de pouvoir ramener des éléments à partager, puisque c'est des choses, on peut se permettre de faire des choses aujourd'hui qui deviennent très difficiles de faire de nos jours, dans la mesure où la planète est pratiquement connue sous tous ses angles. Pour le moment, le Durzon est cartographié sur 1250 mètres et 102 mètres de profondeur. Ce matin, Mehdi et Franck plongent pour établir des relevés topographiques au-delà de cette distance. Ce sont des éléments d'interprétation et de connaissance du milieu qui sont utiles aux hydrogéologues, aux géologues ou aux gens qui travaillent sur les ressources en eau potable pour savoir si par exemple vous avez un projet d'implantation d'une décharge ou d'une unité industrielle polluante qui est pile en amont de l'endroit vers lequel se dirige la cavité, il y a des chances qu'il y ait des problèmes parce qu'on risque de retrouver justement des éléments comme le calcaire imperméable dans la cavité. Donc ça a permis, là on a des exemples concrets, de faire évoluer, de faire changer en fait la localisation de certains projets d'implantation dans la mesure où la ressource potable était menacée. On a bénéficié du travail, du travail des explorations de nos prédécesseurs, même si la discipline est très jeune, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Et le but, c'est aussi de jouer le jeu et de faire en sorte qu'on passe le flambeau. Donc une topographie, c'est ce qui permet de faire un état des connaissances, des représentations de la cavité, qu'on puisse passer aux générations futures pour qu'eux puissent continuer les explorations dans la même logique. Plonger là où personne n'est jamais allé avant soi. Se laisser griser par l'ivresse des profondeurs. La tentation est forte. Pour autant, les explorateurs ne se privent pas de photographier, de mesurer ou même d'observer une autre vie. La faune souterraine, et alors c'est vrai que par rapport à la mer Méditerranée ou les mers chaudes, il n'y a pas la faune qu'on peut voir, mais c'est une erreur de penser ça parce qu'il y a quand même sont quand même des écosystèmes, il y a quand même de la vie sous terre. Alors c'est souvent microscopique, c'est tout petit puisqu'il n'y a pas beaucoup d'éléments nutritifs, mais il y en a quand même. Il y a eu peu de gens, peu de scientifiques qui se sont penchés sur l'étude de la faune cavernicole. Et donc c'est un domaine encore où il y a beaucoup de choses à découvrir. Et effectivement, ceux qui s'y penchent ont régulièrement, nous on les fréquente depuis une bonne dizaine d'années, voire un peu plus, ils ont régulièrement des découvertes. Ils font aussi de l'exploration et de l'étude qui leur apportent du nouveau. Et donc c'est le fait que ce soit un milieu qui était un petit peu laissé de côté, parce que c'est plus compliqué, parce que l'accès est difficile aussi, et ben c'est un domaine où il y a aussi énormément de choses encore à découvrir, et au niveau des connaissances générales, mais également au niveau de la biodiversité. Un autre scientifique s'intéresse au monde souterrain, le biologiste Vincent Prié. Il est à la recherche d'espèces microscopiques et il espère bien en trouver ici. Franck Vasseur lui a conseillé cette fontaine à Sauve dans le Gard, la résurgence du Vidourle.
ça va diminuer la visite. C'est pour ça qu'il faut absolument être toujours en contact avec le fil, parce qu'on peut très bien quitter le fil alors que les conditions sont bonnes, puis faire les prélèvements, après on ne voit plus rien et pas retrouver le fil. L'étude de ces prélèvements uniques doit permettre à Vincent d'achever une thèse sur les gastéropodes terrestres au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Non, j'espère qu'on va trouver les vaisseaux. Ah, bah, allez. Attention, on a intérêt à bien se cacher. Là. À quelques dizaines de mètres de l'entrée, les escargots du Vidourle attendent le biologiste sur leur lit de sable. Pour chaque fleuve, on a un hydrosystème qui est indépendant des hydrosystèmes adjacents. Donc finalement, chaque bassin versant de fleuve, chaque système hydrokartique se comporte comme une île. Donc on est un petit peu dans le même schéma que les Galapagos pour Darwin. Moi, je m'intéresse vraiment aux escargots, donc je suis focalisé là-dessus. Par contre, généralement, on trouve aussi des crustacés. S'il y a une fine couche d'argile sur le substrat, en se déplaçant, il laisse une trace, et au bout de la trace, il y a l'escargot. C'est exceptionnel de trouver des animaux vivants. Moi, depuis le temps que je cherche, c'est très très rare. Et effectivement, lors de cette plongée avec Franck, j'en ai trouvé 7. Et donc ces faunes-là, elles peuvent nous servir à mieux comprendre les réseaux hydrogéologiques, parce qu'elles nous racontent des histoires qui datent de plusieurs dizaines de milliers d'années. Génial. Ben, en tout cas, il y en a. Bon, bah cool. Alors bah ouais, j'en ai, ouais. La pêche a été bonne, j'ai vu, ouais. J'en ai raté quelques-unes, mais j'ai chopé. On n'a pas été très très loin, mais comme l'eau était très claire, avec les lampes, là, en éclairant la roche sur le côté, on voit de temps en temps un petit grain de riz qui se balade, et c'est ça que je cherche, quoi. Et puis là, j'avais les pinces, les tubes et tout, donc je m'occupais de rien, Franck s'occupait de tout. Moi, je m'occupais que de piocher. Et donc, du coup, je pense qu'il y a une petite dizaine d'escargots. Et de ce que j'ai pu voir sous l'eau, je pense qu'il y a au moins 3 espèces, dont celle qui m'intéresse. J'aurais jamais mis la tête sous terre s'il n'y avait pas eu ces petits escargots. Moi, j'y suis venu vraiment avec les escargots. C'est un escargot qui m'a pris par la main et qui m'a emmené à découvrir le milieu souterrain. Vincent n'en espérait pas tant, et cette plongée lui apporte beaucoup. Elle semble confirmer son hypothèse, selon laquelle chaque bassin hydrologique génère des espèces différentes. Pour en avoir la preuve, il va séquencer ces escargots afin d'en déterminer l'ADN. Dans sa maison de Lodève, transformée en laboratoire, Vincent est sur le point d'aboutir. On les mesure, et puis après on peut comme ça comparer les différentes populations juste sur la forme. Alors ça nous donne une première information qui demande après à être confirmée par la génétique. Là, ce sont toutes les séquences de tous les individus qui sont alignés. Donc là, vraiment, c'est l'ADN qu'on lit. Et on voit par exemple que les spécimens de sauve, ici, ils ont un C que n'ont pas les autres spécimens des bassins versants adjacents. L'Hérault, le Lèze, la Cadoule et le Vidourle. Et donc ça, c'est vraiment mon aire de jeu.
Et finalement, je montre avec la génétique que les spécimens qu'on trouve ici, par exemple à Sauve, sont génétiquement différents de ceux de la Cadoule, de ceux du Lèze et de ceux de l'Hérault. Et donc on a une histoire évolutive différente par bassin versant. Et donc là, finalement, sur la source de Sauve, avec les échantillons que j'ai maintenant, il y a 3 espèces nouvelles à décrire. Donc il faut faire la publication, la description en bonne et due forme, et leur donner un nom. Et du coup, là, il y en a une qui s'appellera Vassery, puisque j'ai trouvé avec lui. Et pour tous les prélèvements qu'il m'a fait, je lui dois bien ça. Vincent est prêt. Les escargots ont livré leurs secrets. Il peut désormais soutenir sa thèse sur les micro-organismes vivant dans les rivières souterraines. Plus rien ne s'y oppose. Alors les mollusques de France, c'est à peu près 700 espèces. On voit qu'il y a 2/3 de gastéropodes terrestres. Par contre, en termes d'endémiques, c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus d'endémisme chez les aquatiques. Moi, je vais étudier plus précisément les naïades, avec 2 familles, 5 genres. Et puis, Le Vidourle et Franck Vasseur lui ont donné le coup de pouce décisif en l'aidant à découvrir les espèces inconnues dont il avait pressenti l'existence. Donc, voilà, soit on a des barrières entre les fleuves qui sont infranchissables, et donc des espèces, soit on a des barrières qui sont complètement franchissables, et c'est plutôt des clines de variables telles que l'altitude, l'hydrologie. Le jury est séduit par les petits escargots. Mention très honorable. Vincent Prié de Lodève est docteur en biologie. Plonger pour témoigner, expliquer, partager. Franck Vasseur ne conçoit pas son activité autrement. Je pense pas qu'on puisse parler de gourou, mais Franck Vasseur, effectivement, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un en fait qui pratique la plongée souterraine et son plaisir, c'est de le faire partager. Il a absolument pas une approche donc de se mettre en avant. Voilà, je pense que ça fait partie des très grands donc de la plongée souterraine. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de travailler, de faire des topographies, de communiquer des choses, donc de faire partager soit au grand public, soit au monde scientifique. Et donc en plus, c'est un très bon pédagogue. Donc moi j'ai fait mes premières armes en plongée souterraine grâce à Franck. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement carré. Voilà, c'est quelqu'un qui domine donc son sujet et qui le fait très, très modestement. Souvent, les gens qui sont à la pointe de leur discipline donc sont aussi simples qu'ils sont brillants. Voilà. Donc lui, c'est un peu ça. Ça y est, et on a réussi pour les flacons en verre. Loin des résurgences et des rivières souterraines, Françoise Niel et son mari Arnaud dirigent un centre de plongée dans le Var. Voilà. Alors, tu peux venir, Mathieu, avec tes bouteilles. Tu me les montres. Tu pourras les chercher dans le bus. Je vais te basculer de côté parce que tu vas être t'es pas avec Arnaud ce matin. Arnaud s'est mise à la plongée souterraine depuis quelques années et Françoise veut à son tour tenter l'expérience. Curieuse de vivre les sensations de ces plongées si particulières. La mer, moi, j'ai énormément d'espace. Enfin, c'est grand. Or que quand t'es sous terre, t'es emprisonné entre ces roches et tout. C'est complètement différent.
Ben, j'étais très content en fait parce que j'y allais un petit peu tout seul avec les copains, puis ça manquait un peu qu'elle soit pas là quoi. Donc là c'est sympa qu'on puisse partager ça en plus de la plongée mer quoi. En plus de la plongée mer. Mais bon, c'est un peu la fin de mon jardin secret aussi. Par 20 mètres de fond, dans la baie de Cavalère, Françoise est dans son élément, en faisant découvrir à ses stagiaires les fonds marins qu'elle connaît par cœur. Elle retrouve ses chères épaves, habitées par les murènes et les barracudas, un environnement familier, rassurant. Et pourtant... Dans mes débuts de plongée, je me suis perdue dans une épave, dans les salles des machines d'une épave qui est à 60 mètres. Je me suis perdue. Enfin, je suis un peu une miraculée. J'ai retrouvé la sortie comme ça. J'ai narcosé à 60 mètres. J'étais prise dans les machines et tout. Il faisait noir, j'étais dans... Et depuis ce temps-là, j'ai pu m'en sortir parce que je pense que je suis restée calme et tout. Et j'ai continué à chercher une sortie et ça m'a sauvée. Depuis ce temps-là, ça m'a marqué cette expérience, ça m'a énormément. Et le fait de se retrouver après emprisonné, il y avait un blocage, je faisais un blocage, tu vois. Et j'ai pris beaucoup sur moi pour aller faire de la spéléo, honnêtement. Hein. Et au départ, c'était aussi un défi, c'était prendre sur moi et je suis contente de l'avoir fait. Dans le Lot, Françoise poursuit sa formation avec Franck Vasseur. Avec 85 sites de plongée souterraine répertoriés, c'est le deuxième spot mondial après le Yucatan, au Mexique. Pour son parcours initiatique, elle a choisi le gouffre au Saint-Sauveur, l'un des sites les plus réputés du Causse de Grama. Tu vois là, le sol descend tout doucement, donc on peut se brûler là et puis hop, après se mettre en l'eau. Donc là, on a toute la place qu'il faut pour faire les vérifications préalables. Françoise aborde cette première plongée avec une certaine appréhension. La règle d'or, donc on le rappelle systématiquement avant de partir quand on plonge en équipe, c'est n'importe qui peut interrompre la plongée à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. On y va ? À cet instant, Françoise ne doit plus penser à la mer. Plane dans les veines de la terre, immergée dans un noir profond, seulement strié par les rayons des lampes. Elle bascule dans un autre univers, celui de la passion souterraine. C'est angoissant quand même. C'est angoissant, mais c'est beau à la fois, quoi. Au bout d'un moment, tu oublies tout. T'as pas remarqué? L'ambiance dans la grotte. Super. Ah ouais. Ah super, ah ouais. Ouais. Même si j'appréhendais,
je partais en confiance parce que j'étais pas avec n'importe qui. Et puis ils nous donnent des bases, on part pas comme ça à l'aveugle. Ah ben j'ai envie de continuer bien sûr, mais il faut travailler. Il y a beaucoup de, c'est au niveau de la technique, au niveau de nos repères, on n'a pas du tout les mêmes repères qu'en mer. Donc moi je sais, je vois ce qu'il faut que je travaille et tout, parce que j'ai envie de continuer, c'est trop beau. En plongée souterraine, dans la mesure où c'est un milieu qui est très hostile et qui peut être très punitif en cas d'erreur, on acquiert les bases petit à petit et on se perfectionne de plus en plus, et après à chacun justement de se bonifier, pour devenir très efficace et pouvoir justement gérer sans problème des petits détails, des petits problèmes, pour pas que ça devienne justement de gros problèmes, éventuellement que ça les génère en accident. Chacun va évoluer en fonction de ses objectifs personnels et de sa forme du moment. Donc c'est pas évident à quantifier puisque c'est une activité qui est quand même très engagée. Et on peut pas. Le but c'est pas de tirer les gens, de les pousser. C'est à eux de voir ce qu'ils veulent faire vraiment. Par contre, notre objectif au niveau de notre équipe, c'est de faire en sorte que chacun puisse évoluer, justement progresser dans sa pratique en toute sécurité. Un bon plongeur souterrain, c'est quelqu'un qui sait s'arrêter. Quelqu'un qui va vite, qui va loin, qui va profond, alors effectivement ça peut être impressionnant, mais pour moi un bon plongeur souterrain c'est quelqu'un qui sait s'arrêter, c'est quelqu'un qui deviendra un vieux plongeur, et c'est quelqu'un qui reste serein de bout en bout de sa plongée. Donc en fait les prises de risques, les challenges, les performances, ça n'a pas lieu d'être dans l'activité. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent des fois pour chercher un peu de l'adrénaline, et puis en fait l'adrénaline des fois ils en ont plus que ce qu'ils espéraient. Et effectivement, dans les meilleurs des cas, ils s'en sortent. Dans le pire des cas, malheureusement, des fois, ça peut être tragique. Au Durzon, le groupe se sépare. Franck savoure une ultime plongée. S'est bien passé. Alors c'est vrai qu'au niveau des résultats, il n'y a rien de très glorieux dans la mesure où on n'a pas été très loin du fait des conditions dans la cavité. Par contre, on en a profité pour faire quand même pas mal de choses qui ne sont pas négligeables. Tout ce qu'on avait entrepris a été bénéfique. Il y a des choses qui sont abouties, d'autres qu'il va falloir améliorer, revoir et faire évoluer. Mais ça, c'est ce qui nous intéresse aussi, puisque c'est aussi une des finalités de l'activité, de toujours se remettre en cause, pour être toujours en sécurité et toujours faire mieux que ce qu'on pourrait faire. Plonger toujours plus loin, toujours plus profond, dans l'obscurité, vers un monde figé, silencieux, à milieu des récifs sous-marins multicolores. Cela en vaut-il la peine ? Pour les spéléonautes, le bonheur de découvrir des galeries noyées, inconnues, est plus fort que tout. C'est un peu, disent-ils, comme marcher sur la Lune pour la première fois, sans liaison radio avec Houston. Ils l'ont fait, ils ont aimé, ils y sont retournés.